Les caméras font partie intégrante de la vie moderne et elles ne sont plus ces équipements professionnels encombrants et voyants. Aujourd'hui, elles sont dans nos poches, à nos coins de rue et même dans nos lunettes et nos montres. Bien sûr, les caméras sont utiles pour enregistrer les crimes et peuvent constituer des preuves cruciales pour attraper les auteurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner quelques exemples de ce genre, en nous penchant sur 3 cas où des criminels ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient filmés. Delvin Barnes. Le soir du 2 novembre 2014, Karlesha Freeland Gaiter, aide-soignante de 22 ans, a été abordée par un homme en marchant sur Green Street à Philadelphie. L'intense lutte entre Karlesha et son agresseur a été captée par les caméras de vidéosurveillance alors qu'elle tentait de se défendre et de s'échapper. Cependant, elle n'a pas réussi à se libérer et a été jetée à l'arrière du véhicule de l'homme. Elle a ensuite brisé l'une des vitres arrière avec un marteau trouvé dans le véhicule. Et même si elle a essayé d'attaquer l'homme qui l'avait enlevée, il a réussi à la maîtriser avant de pouvoir s'enfuir en voiture. Cependant, Karlesha a pu laisser ses lunettes et son téléphone sur le trottoir. Les enquêteurs diront plus tard que Karlesha était intelligente d'avoir laissé des indices qui les ont aidés à identifier la victime. Un homme à proximité a été témoin de l'attaque et a appelé la police, ce qui a permis de lancer rapidement une enquête. Bien que la police de Philadelphie ne connaissait pas l'homme qui avait enlevé Karlesha dans la rue, elle a diffusé les images de vidéosurveillance de celui-ci et a rapidement été contactée par les enquêteurs de Virginie, qui l'ont immédiatement reconnu. Ils ont identifié l'homme comme étant Delvin Barnes, âgé de 37 ans, qu'ils recherchaient dans le cadre du viol, de la torture et de la tentative de meurtre d'une jeune fille de 16 ans. Avec un visage et un nom, les détectives ont analysé les vidéosurveillances pour examiner le véhicule de fuite de Barnes. Ils ont pu lire le nom du concessionnaire d'où provenait la voiture et ont ensuite pris contact avec l'entreprise basée en Virginie. Le concessionnaire a activé le système de positionnement global installé sur le véhicule. Si Barnes ne remboursait pas son prêt à Aberdeen, Maryland, Karlesha lui a donné le code numéro d'identification personnelle de sa carte bancaire, ce qui a permis aux enquêteurs de localiser le couple. Les détectives ont examiné la vidéosurveillance de la zone et diffusé des images de Barnes. Peu de temps après, un témoin a signalé l'avoir vu dans une épicerie à Aberdeen. Maintenant, avec le système de positionnement global activé, les enquêteurs ont localisé Barnes à Jessup, dans le Maryland, où il a été placé en garde à vue. Et Karlesha a été rendu à sa famille seulement 3 jours après avoir été enlevé. Les enquêteurs pensèrent que la semaine avant l'enlèvement de Karlesha, Barnes avait participé à un vol. En garde à vue, il a été inculpé de viol et tentative de meurtre en Virginie, ainsi que d'enlèvement et d'autres charges à Philadelphie. Il a fini par plaider coupable, expliquant au tribunal que c'était un acte désespéré. « Je ne comprends pas. J'ai attrapé la mauvaise personne. En fait, j'avais besoin d'argent pour retourner en Virginie afin de voir ma fille une dernière fois avant de me rendre. » Barnes a un long casier judiciaire. En 2005, il a été inculpé de viol, cambriolage, agression aggravée, menace terroriste et mise en danger imprudente. De plus, il était connu pour avoir battu, agressé sexuellement et séquestré sa femme séparée tout en défiant une ordonnance de protection. Cette femme est la mère de la fille qu'il aurait soi-disant voulu voir. Lorsqu'il a enlevé Karlesha en 2016, Barnes a été condamné à 35 ans de prison dans l'affaire concernant Karlesha. Les charges retenues contre lui en Virginie auraient été mises de côté pour le moment. Il est actuellement en prison en Californie et sa date de libération possible est fixée à 2044. Juan Corvington naît à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 3 mars 1962. Juan Corvington est un tueur en série responsable de 3 fusillades mortelles et de 2 fusillades non mortelles. Actif fin des années 90 et début 2000. Corvington était vu comme un homme ordinaire et discret, mais facilement offensé selon ses voisins. Il était généralement vu comme un citoyen respectable. Il a été chauffeur de bus près de 20 ans avant de devenir éliminateur de déchets médicaux pour les hôpitaux locaux.
La première victime connue de Corvington était le révérend Thomas Lee Devlin, un pasteur baptiste de 49 ans. Corvington, âgé de 36 ans à l'époque, est entré dans l'église du révérend sur Old York Road le 19 août 1998 et lui a tiré dessus à 11 reprises. Corvington aurait attaqué Thomas car il pensait que ce dernier utilisait la sorcellerie pour le rendre malade. Bien que responsable de la mort de l'homme de 49 ans, Corvington a accompagné sa famille aux funérailles et a semblé partager leur deuil. Bien qu'il connaissait le révérend, il n'était pas considéré comme un suspect à ce moment-là. Après le meurtre de Thomas Devlin, Corvington est resté discret. Ce n'est qu'en 2003 qu'il est réapparu pour reprendre sa vie criminelle. Le 20 mai, il a croisé la route de David Stewart, un homme de 41 ans dans le quartier de Logan. Corvington a alors sorti un pistolet 9 mm Meo et tiré 9 fois sur David. Le motif de l'attaque reste inconnu. David a survécu à l'agression mais est resté paralysé de la taille aux pieds et a dû utiliser des béquilles pour le reste de sa vie. Puis, un peu moins d'un an plus tard, le 26 avril 2004, Corvington est tombé sur William Bryant Jr. dans West Ruscombe Street. Sans avertissement, motif ni provocation. Il a braqué une arme sur Léom de 32 ans et tiré 9 fois. Bien que l'attaque n'ait pas été mortelle, William a gardé des handicaps et des problèmes d'élocution. Après cette agression, Corvington a de nouveau semblé disparaître. Ce n'est que le 7 mars 2005 qu'il a trouvé sa prochaine victime, un employé de 36 ans du service des impôts nommé Otis Bosquet, qui était en route pour aller chercher sa fille à la crèche. Lorsqu'il a été abattu, le dernier meurtre de Corvington a eu lieu le 17 mai 2005. Patricia Trish McDermott était manipulatrice en radiologie à l'hôpital de Pennsylvanie et un membre très respecté de sa communauté. Alors qu'elle se rendait au travail tôt le matin du 17 mai, cependant, elle a été abattue et retrouvée peu de temps après par un passant. La police est rapidement intervenue et a constaté qu'elle avait été tuée avec un pistolet calibre 380, mais les agents restaient perplexes, sans mobile. Elle n'avait pas été volée ni agressée sexuellement, et ils avaient trop du mal à comprendre pourquoi quelqu'un l'aurait tuée de sang-froid en pleine rue. Les autorités ont rapidement commencé à recueillir et à examiner les images des caméras de vidéosurveillance à proximité, où ils ont trouvé une vidéo de Trish descendant du bus plus tôt ce matin-là, ignorant du fait qu'elle était suivie par un homme portant une casquette de baseball. Les enquêteurs ont déterminé que l'homme portait une veste de couleur claire et un pantalon vert, mais ils n'ont pas pu obtenir une image claire de son visage. Dans la vidéo, on peut le voir sortir une arme de sa poche et tirer une fois dans la tête de Trish. Après leur recherche, les autorités ont retrouvé l'homme sur une autre vidéo de surveillance. Cette vidéo le montrait en train de courir à travers un parking et a permis aux autorités de reconstituer l'itinéraire qu'il a emprunté pour s'échapper de la scène du crime. Lorsque le FBI n'a pas pu clarifier davantage les images, les enquêteurs ont décidé de diffuser les images de vidéosurveillance au public dans l'espoir que quelqu'un reconnaîtrait l'homme à la casquette de baseball. Des centaines de témoignages ont rapidement afflué et les détectives ont examiné chacun d'entre eux. Et c'est ici qu'ils ont finalement pu mettre un nom sur le visage de l'homme, vu sur la vidéosurveillance, Juan Corvington. Son nom a été proposé par un employé de la compagnie de bus qui l'a reconnu. Après l'examen des images de vidéosurveillance par les forces de l'ordre, à l'hôpital de Pennsylvanie, où il travaillait, ils ont constaté qu'il portait les mêmes vêtements que le meurtrier de Trisha. Corvington a été rapidement arrêté et amené pour être interrogé, où il a librement admis être responsable du meurtre de Trisha. Il a affirmé qu'elle l'empoisonnait avec des rayons X et a décidé de la tuer, pensant qu'on ne le croirait pas s'il en parlait. Corvington a reconnu être responsable de la mort de Trish, mais aussi des meurtres de Thomas Devlin et Otis Bosquet, ainsi que de la fusillade de David Stewart et William Bryant Jr. Certaines confessions ont surpris les enquêteurs, car des suspects avaient déjà été arrêtés pour les affaires Otis et William. Les deux hommes ont ensuite été libérés de détention après l'arrestation de Corvington. Corvington a échappé à la peine de mort après un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Et il a été noté qu'il souffrait de problèmes de santé mentale depuis son plus jeune âge. Reconnu coupable de 3 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Condamné à 3 peines de prison à vie sans libération conditionnelle, plus 20 à 40 ans pour 2 tentatives de meurtre. Il purge actuellement sa peine dans un établissement correctionnel d'État de Pennsylvanie à Rockview. Bien que reconnu coupable de 3 meurtres, Corvington serait lié à 2 autres affaires.
En 1997, Brenwanda Smith, 24 ans, a disparu de Philadelphie. Elle a été vue pour la dernière fois à 19 h au dépôt de Luzerne, près d'Old York Road, après avoir dit à ses collègues qu'elle attendait qu'on la ramène chez elle. Brenwanda connaissait Corvington via son travail de conductrice de bus chez le même employeur et l'avait repoussé après sa proposition de rendez-vous. Annuli, 25 ans employée à l'hôpital, a été retrouvée morte par balle sur la 9e rue et Gérard Avenue le 7 mai 2004. Les autorités n'ont trouvé aucun lien entre Corvington et l'affaire Brenwanda, mais il reste suspect potentiel pour celle d'Anne. Cependant, il n'a été inculpé dans aucune des deux affaires. Levi Aaron. Yehuda Kletsi, 8 ans, a été vu pour la dernière fois l'après-midi du lundi 11 juillet 2011. Il a disparu alors qu'il rentrait de l'école à pied à Brooklyn, New York, bien qu'il prenait normalement le bus scolaire ce jour-là. Kletsi a demandé à rentrer à pied et ses parents ont accepté. Sa mère l'attendait à un endroit précis sur le trajet, à seulement quelques pâtés de maison de son école. Malgré plusieurs répétitions du trajet avec ses parents, Kletsi s'est trompé de chemin et s'est retrouvé perdu, allant à l'opposé de chez lui. Il a été déclaré disparu à 18h14 lorsque ses parents ont contacté la patrouille bénévole Shomrim du sud de Brooklyn. La patrouille a cherché le garçon de 8 ans inspectant commerce et maisons d'amis ou de famille, au cas où il se serait égaré sans prévenir ses parents. Mais à 20h30, il restait introuvable. Et la patrouille a appelé la police de New York qui a ensuite lancé sa propre recherche du garçon disparu en utilisant des unités canines, la police montée et des hélicoptères. Dans les heures qui ont suivi, des bénévoles ont été mobilisés pour aider à la recherche et 5000 bénévoles juifs orthodoxes ont commencé à chercher le garçon disparu, bloc par bloc. Une récompense de 5 000 $ a été offerte pour son retour, puis la communauté l'a porté à 100 000 $. Les recherches après la disparition ont donné peu de résultats. En fait, ce n'est que lorsqu'un membre de la communauté nommé Yaakov German et son fils ont commencé à passer au peigne fin les images de vidéosurveillance de la zone qu'une avancée dans l'affaire a eu lieu. Les images de vidéosurveillance ont révélé que l'après-midi du 11 juillet, Kletsi s'est perdu après avoir pris un mauvais tournant. On le voyait marcher le long de la 44e rue, puis de la 18e avenue, où il a parlé à un homme qui, ensuite, a traversé la rue et est entré dans un cabinet dentaire. Lorsque l'homme est sorti, lui et le garçon se sont dirigés vers son véhicule et y sont montés. Yaakov a immédiatement montré cette preuve à la police et ils ont retrouvé l'homme qui était dans le cabinet dentaire pour régler sa facture. Le nom du suspect était Levi Aaron. Vers 2 h du matin mercredi, moins de 2 jours après la disparition, la police a confronté Aaron à son appartement à Kensington. Quand on lui a demandé où était le garçon, Aaron a indiqué la cuisine. Dans la pièce, la scène paraissait tirée d'un film d'horreur. Des serviettes et couteaux ensanglantés couvraient les plans de travail et les pieds sectionnés de l'enfant disparu étaient dans le congélateur. Aaron a déclaré aux enquêteurs que le reste de ses restes serait dans une valise rouge qu'il avait jetée dans une benne sur la 20e rue. Il a ensuite été placé en garde à vue. Aaron a rédigé une déclaration de 450 mots dans laquelle il a avoué le meurtre. Il a dit que Kletsi lui avait demandé son chemin, alors il a proposé de déposer l'enfant de 8 ans. Ne sachant que faire, l'enfant a accepté et demandé à être déposé à sa librairie préférée. Bizarrement, Aaron a alors suggéré qu'ils aillent à un mariage à Monsey, dans le comté de Rockland, à New York. Le duo est revenu vers 23h20. Alors qu'Aaron avait dit qu'il ramènerait le garçon le lendemain, il a paniqué en voyant les affiches de disparition. Il a tué le garçon de 8 ans en l'étouffant avec une serviette dans son appartement. Ensuite, il a démembré le corps, l'a mis dans des sacs, a placé les sacs dans une valise et a jeté la valise dans une benne à ordures. On ignore pourquoi ses pieds étaient dans le congélateur d'Aaron. Les images de vidéosurveillance ont confirmé qu'Aaron avait assisté à un mariage dans le comté de Rockland. Bien que Kletsi n'ait jamais été vu sur les caméras, il a cependant été aperçu brièvement à 20h15 lorsque Aaron s'est arrêté à une station-service sur la voie rapide. Aaron est un auteur plutôt étrange. Il n'avait pas de casier judiciaire, seulement une ordonnance de protection. En 2007, il avait divorcé 2 fois et était décrit comme quelqu'un de discret et mal à l'aise en société. Il a subi une évaluation psychiatrique avant son procès, au cours de laquelle on lui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation.
Il a été décrit comme étant confus et apathique, avec, je cite, une personnalité pratiquement vide. Il a aussi paru réservé et triste, mais coopératif. On lui a également diagnostiqué un trouble de la personnalité schizoïde. Il aurait eu une blessure à la tête enfant, ce qui expliquerait sa grande timidité et d'autres comportements. Interrogé sur la raison de son acte, il a répondu « Il avait l'air familier, je croyais le connaître ». Il n'a jamais non plus mentionné Yehuda Kletsi par son nom et a qualifié le meurtre d'incident. Avant que l'affaire ne soit jugée en août 2012, Aaron a plaidé coupable d'un chef d'enlèvement au second degré et d'un chef de meurtre au second degré. Cet accord de plaidoyer, négocié entre l'accusation et la défense, prévoyait qu'Aaron plaide coupable devant le juge. La famille Kletsi a soutenu l'accord de plaidoyer, notant qu'elle ne voulait pas revivre le meurtre devant le tribunal. Plus tard ce mois-là, Aaron a écopé de 40 ans à la perpétuité. Il pourra demander une libération conditionnelle en 2051, mais le parquet doute qu'il soit libéré. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire avec vos propres pensées et réactions, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité, et on se retrouve la prochaine fois.